Bonjour et bienvenue à cette troisième capsule financière de 2019. Alors, avec une guerre commerciale qui fait les manchettes sur une base quotidienne, avec un ralentissement de l'économie qui laisse peut-être présager une récession, tout ça crée beaucoup de volatilité sur les marchés financiers. Alors, toute l'équipe et notre comité de placement ont pensé vous faire un bref résumé de ce qui retient notre attention et naturellement de quelle façon on va placer les portefeuilles pour faire face à ces perspectives-là pour les prochains trimestres. Alors, sans plus tarder, débutons avec la revue des marchés. Alors, comme on peut le constater, on vit actuellement à un niveau historique de risque géopolitique. Alors, depuis l'élection de Trump, suite à son élection, il y avait eu beaucoup de craintes. Ces craintes-là avaient été un petit peu apaisées. Et là, ce qu'on voit, c'est vraiment une reprise avec la guerre commerciale et entre autres avec plusieurs tensions qu'on a autour de la planète. Et tout ça arrive à un moment où on vit un ralentissement de l'économie alors que la plupart des indicateurs, surtout au niveau du secteur manufacturier, nous laissent présager une contraction de l'économie à venir. C'est ce qui fait que quand on regarde un peu le résultat de 2019 à date, alors je vous rappelle qu'on a vu beaucoup de volatilité en fin 2018 avec une réserve fédérale américaine qui disait « nous, on s'en va vraiment dans une direction d'augmenter les taux d'intérêt ». Par la suite, avec la volatilité, il avait comme dit qu'elle allait prendre une certaine pause, ce qui fait que les marchés ont rebondi en 2019. Et ces craintes-là, dans le fond, de ralentissement de l'économie et de guerre commerciale sont revenues hanter les marchés au mois de mai, ce qui fait qu'on a une brève correction par la suite, pour ensuite avoir un discours même qui laissait présager de la part de la Réserve fédérale des baisses de taux d'intérêt. Et c'est ce qui s'est produit lorsqu'on regarde en bleu les taux de la Banque centrale américaine. On a vu une baisse qui est arrivée d'0,25% au mois d'août, alors que pour l'instant, la Banque du Canada n'a pas encore commencé à bouger. Toutefois, lorsqu'est arrivée cette fameuse rencontre de la Banque centrale, M. Powell, dans son discours, n'a peut-être pas laissé une porte si grande ouverte que ça à d'autres baisses de taux, ce qui a un petit peu déçu les marchés. Et on voit également que, M. Trump a recommencé à faire des tweets pendant qu'il était en train de négocier avec les Chinois. Alors, ça crée beaucoup de volatilité, comme on peut le voir. Une hausse de la volatilité pas aussi haute que ce qu'on avait connu en décembre, mais quand même suffisamment pour occasionner une correction sur les marchés boursiers, là, surtout au mois d'août. Donc, encore une fois, là, beaucoup de volatilité là, au cours des derniers mois. Même si on a vécu du yo-yo au niveau des marchés boursiers, il y a une tendance qui n'a pas beaucoup bougé, celle de la baisse des taux d'intérêt. Alors, je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, aux États-Unis, on était capable d'avoir une obligation américaine avec un rendement de 3,25 %. Et aujourd'hui, cette même obligation rapporte 1,64 %. Donc, une baisse de taux assez importante dans un court laps de temps. Et on peut se poser la question, qui achète ces obligations-là pour une durée de 10 ans à 1,64 avant impôt ou inflation? Eh bien, quand on compare, on se console parce que ces mêmes obligations-là, en Allemagne, actuellement, rapportent un rendement négatif de moins 0,58. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en achetant une obligation allemande pendant 10 ans, on investit 100 000 $ pour récupérer 95 000 dans 10 ans. Alors, encore une fois, quand on parle d'un environnement qui est vraiment avec beaucoup d'incertitudes, on n'a pas vécu ça souvent, des taux d'intérêt négatifs. Mais qui pourrait être motivé d'acheter un placement comme ça qui ne rapporte pas d'intérêt? On peut avoir deux raisons. On peut avoir la première de dire je préfère avoir un rendement négatif comme ça que de placer mon argent dans une banque qui peut être à risque. Ou bien on peut aussi se dire j'accepte de ne pas faire d'argent en termes de coupons d'intérêt ou de retour sur mon capital parce que moi je mise plus que l'euro va reprendre de la vigueur, donc on peut viser de faire des gains avec la monnaie. Donc, ceci étant dit, quand même, encore une fois, beaucoup de volatilité. Et dans cette guerre commerciale-là, qui arrive un peu par phase, il y a comme 3 phases, dans le fond, deux qui sont déjà derrière nous sur certains tarifs que les Américains ont commencé à augmenter, dans le fond, là, les différentes tarifications. Et le dernier coup s'est fait le 1er septembre et la prochaine vague va arriver le 15 décembre. Naturellement, les Chinois ne sont pas restés là à rien faire, ont réagi eux aussi en augmentant certains tarifs américains, mais ils ont moins de marge de manœuvre parce qu'ils importent proportionnellement moins de biens que ce que les Américains peuvent faire. Alors, comment ils ont compensé ça? Bien, ils ont compensé ça en faisant dévaluer leur monnaie. On voit ici qu'il y a environ 3-4 ans, ça nous prenait à peu près 6 yuan chinois pour faire $1 américain.
Aujourd'hui, bien, ça en prend 7. Ce qui fait qu'ils ont dévalué leur monnaie d'environ 17 %, ce qui fait que oui, il y a des tarifs commerciaux, mais pour les Chinois, avec le gain qu'ils font avec la monnaie, ça n'a pas encore vraiment paru au niveau de la profitabilité là, des entreprises. Il faut se rappeler également que oui, les Chinois sont un joueur important au niveau des importations américaines. On parle de presque 20 %, mais quand on prend simplement ce qui se fait en termes d'importation du côté canadien et du Mexique, c'est presque 26 %. Alors, si les Américains ont une balance commerciale négative, donc ils vont importer 900 milliards de plus qu'ils vont exporter, bien, ce 900 milliards-là est réparti à peu près la moitié avec la Chine et la moitié avec le reste du monde. Alors, quand même bien qu'on arrive à un règlement de la guerre commerciale, le déficit commercial américain n'est pas prêt de s'en aller de sitôt. On a, si on revient un peu plus près de chez nous, une économie canadienne qui est en santé à l'heure actuelle. On a un chômage qui est très bas, qui est en constante diminution. Même au Québec, là, actuellement, l'économie est très vigoureuse, qui a un chômage encore même plus bas que le chômage au niveau du Canada. Et quand on regarde, plusieurs investisseurs dans les dernières années ont boudé le marché canadien, soi-disant parce qu'on a un immobilier qui est très dispendieux, c'est dangereux pour les banques, il y a un ralentissement ou un certain crash immobilier. Et on peut constater ici que quand on regarde Vancouver, Toronto et Montréal, effectivement, depuis 20 ans, une forte croissance du prix des résidences qui a même battu Los Angeles, New York et Chicago. Donc, encore une fois, c'est pas rien. Ce qui fait que quand on regarde maintenant l'endettement des Canadiens, eh bien, on voit que l'endettement des Canadiens est rendu maintenant à environ 161 %. Ça veut dire que pour chaque 100 $ de salaire, on a 160 $ de dette. Et ça l'a battu, dans le fond, ce qui se passe du point de vue des Américains. Pas encore aussi élevé qu'au Royaume-Uni, mais on voit que les Américains, depuis la crise immobilière, ils ont rebaissé leur endettement. Mais ce que ces statistiques-là ne mentionnent pas, c'est qu'on est rendu plus de propriétaires de résidences au Canada, toute proportion gardée que les Américains, qui fait que c'est normal qu'on ait une dette un peu plus élevée parce qu'on a plus d'actifs, on a plus de résidences qui sont greffées dans le fond, à ces hypothèques-là. L'autre élément également qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on regarde le taux de défaillance que vous voyez ici en rouge, ça, c'est les gens qui sont en défaut de paiement sur leur hypothèque. Alors, pour l'instant, il n'y a aucun problème. Même on est à un niveau inférieur de ce qui peut se faire aux États-Unis. Et on s'entend que les baisses de taux récentes vont encore améliorer la situation. Donc, de notre côté, il n'y a pas de stress pour l'instant par rapport à ce qui peut se passer au niveau du marché immobilier canadien. Du côté américain, bien, encore une fois, on a un chômage qui est à son bas des 50 dernières années, un consommateur qui a une confiance actuellement là, dans sa situation financière. On a, malgré les 10 années du vieillissement du cycle économique, un niveau d'endettement qui est très raisonnable de la part des entreprises. Donc, on ne s'est pas vraiment surendetté et je dirais, poser des gestes qui ne sont pas responsables d'un point de vue corporatif. Et n'oublions pas que quand on regarde en bleu foncé la baisse, dans le fond, de l'économie d'un point de vue du secteur manufacturier, le secteur des services, lui, pour l'instant, tient bien la route. Et je vous rappelle que sur 100 emplois aux États-Unis, il y en a 86 dans le secteur des services et 14 dans le secteur manufacturier. Donc, encore une fois, c'est pas tout noir et c'est pas ça qui laisse présager demain matin qu'on vivra une récession là, américaine. On se dirige un peu maintenant vers l'Europe. On voit qu'en Europe, la situation est quand même différente. On a une baisse du chômage régulièrement depuis la crise financière, mais comparativement à ce qui se fait, par exemple, ici aux États-Unis ou au Canada, alors on a un chômage quand même qui est relativement élevé, à près de 7 %, ce qui fait qu'ils ont moins les problèmes de rareté de main-d'œuvre qu'on peut vivre. Ils ont moins peut-être aussi de pression sur leur marge bénéficiaire parce que naturellement, ils n'ont pas à payer des augmentations salariales là, comme on paye là, ici du côté de l'Amérique du Nord. On a également la locomotive de l'Europe, l'Allemagne, qui actuellement a une grosse baisse de la confiance des investisseurs. Mme Merkel, qui martèle sur le déficit zéro depuis 10 ans, commence à avoir un discours de devoir probablement stimuler l'économie allemande pour pallier justement parce que c'est un gros joueur au niveau du manufacturier. On a également en Italie certaines craintes. Lorsqu'on regarde l'endettement italien, on est rendu à 152 % de dette par rapport à leur PIB. À titre de comparaison, le Canada est autour d'environ 30 %, donc presque 5 fois plus élevé. Et quand on regarde la taille de l'économie italienne,
c'est environ 3 % du PIB mondial, tout comme le Canada. Donc, c'est un comparatif qui est quand même intéressant à faire. Et on voit d'ailleurs que lorsque le gouvernement italien se présente sur les marchés pour emprunter, cette perception de risque-là, elle transparaît jusque dans les taux d'emprunt, alors qu'on doit payer un rendement environ de 2,5 % plus élevé que le gouvernement allemand, par exemple, qui désire emprunter. Alors, cette trame de fonds-là fait que la Banque centrale européenne, l'équivalent de la Réserve américaine ou de la Banque du Canada dans la zone euro, bien, elle doit créer de la stimulation budgétaire, de la stimulation, fiscale. Et c'est ce qui fait que ça laisse encore une fois présager, pour prendre l'image qu'on est en train de mettre du bois dans le poêle pour réchauffer la pièce. Alors, ça prend un certain temps avant que ça réchauffe, mais on commence déjà à voir les effets positifs alors qu'on recommence à avoir une croissance au niveau du crédit. On vit un peu la même chose également en Chine. En Chine, on a un gouvernement chinois, lorsqu'on inclut toutes les provinces, qui est très endetté. Et on voit qu'en bleu, on voit ce désendettement-là qu'on a essayé de faire depuis 2 ans. Et en rouge, c'est la proportion des investissements dans la croissance de l'économie. Donc, on voit que la baisse, dans le fond, en coupant le crédit aux entreprises, aux particuliers, nécessairement, il y a un ralentissement de la croissance de l'économie. Et là, tout récemment, on a mis ça un peu sur les lignes de côté parce qu'on veut compenser avec la guerre commerciale, la diminution des exportations, et ce qui fait qu'on voit que le crédit a recommencé à augmenter, et ça, on voit déjà également que ça va recommencer à être positif pour ce qui s'en vient. Donc, dans le pipeline en bon québécois, il y a beaucoup de choses qui se trament pour essayer de compenser. Et il faut retenir qu'avec tout ça, si ce n'était pas de la guerre commerciale, on n'aurait pas tous ces stimuli-là qui seraient dans le système pour essayer, dans le fond, de pallier au ralentissement économique potentiel. Alors, avec tout ça, quand on regarde un peu par en avant, bien oui, c'est vrai que ça fait 10 ans, ça fait 40 trimestres qu'on n'a pas eu de récession. Mais quand on regarde et qu'on le compare aux anciens cycles, bien, on voit que si je partais avec une économie il y a 10 ans qui avait un rythme ou un régime de 100 $, bien, je suis rendu à peu près autour de 120 $. Alors que dans les autres cycles, on est monté à du 140 et du 150. Donc oui, c'est long en longévité, mais pas nécessairement en termes de croissance ou de surchauffe. Même chose qu'on peut transporter du côté des marchés boursiers. On a un record du nombre de jours consécutifs sans correction. Alors, c'est la plus longue période sans correction importante là, depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais on se classe seulement au 9e rang en termes de rendement moyen par année. Donc, c'est un peu le même principe qu'on vient de voir. Une économie, donc, oui, qui a un certain temps, mais qui n'a pas une vigueur là, si importante. Maintenant, lorsqu'on regarde notre tableau qui nous permet de suivre différents indicateurs pour essayer justement de nous aider à prévoir les récessions, en mai dernier, on vous disait qu'il commençait à avoir une lumière jaune au niveau des mises en chantier. Ce qui s'est ajouté depuis, c'est qu'on commence vraiment avec la guerre commerciale à avoir des signes ou d'autres lumières jaunes avec le secteur manufacturier. Même la croissance des profits des entreprises est un peu moins forte que prévu, mais c'est surtout au niveau de la courbe des rendements qui nous amène à avoir une perception ou une anticipation de récession qui s'approche. Je vous rappelle qu'au niveau de la courbe des rendements, lorsqu'on a une courbe qui est inversée, c'est-à-dire qu'on a des taux à court terme qui sont plus élevés que les taux à long terme, et ça a été encore une fois un très bon indicateur de nous permettre de voir venir un peu d'avance une récession. Quand on regarde ça d'ailleurs depuis les années 60, à chaque fois que la courbe s'est inversée, on est sur la ligne du zéro ici. Alors on voit que quand ça s'inverse, les zones grises qui sont les récessions arrivent là, pas longtemps après. Mais en même temps, c'est important de se rappeler qu'il y a aussi eu des faux signaux lorsque la courbe s'est inversée. On a connu un faux signal en 66 et également en 98 lorsque la courbe s'est remise, les taux se sont remis à venir avec une pente là, ascendante là, par la suite. Et quand on regarde les statistiques, dans le fond, qui vont avec ça, bien, ça nous permet de vous dire qu'en moyenne, lorsque la courbe des taux s'inverse et qu'il y a une récession, bien, ça prend à peu près 10 mois. Donc, on vient de vivre ça là, au mois de fin août-septembre, donc on serait à 10 mois d'une récession. Par contre, lorsque ça a été des faux signaux, bien, on voit que ça prend à peu près entre 1 an et demi et 2 ans avant que la récession arrive. Alors, encore une fois, ça va se préciser au cours des prochaines semaines. On se rappelle également que lorsque la courbe des taux s'inverse, entre le moment que ça arrive et que la récession débute, il reste environ 15 % de rendement à faire sur les marchés boursiers lorsque la récession, dans le fond, elle arrive. Mais si c'est un faux signal, encore une fois,
Dans les faux signaux, on parle de performance de 44 à 45 % dans l'année et demie ou les 2 ans qui vont suivre. Alors, encore une fois, on est un peu sur le dessus de la clôture par rapport au fait, est-ce que l'inversement de la courbe actuelle nous amènera dans une récession ou pas? Parce qu'oublions pas que les taux sont beaucoup plus bas à cause d'une guerre commerciale, un geste qui peut politiquement se changer du jour au lendemain. Alors, les indicateurs commencent à ralentir, mais ça va être beaucoup le géopolitique qui va dicter probablement les prochaines étapes. Quand on regarde maintenant un peu notre positionnement géographique, est-ce qu'on est mieux au Canada, aux États-Unis ou au niveau international? Alors, il faut se rappeler que de 2000 à 2010, ça a été le marché canadien qui a vraiment battu le marché américain. Alors, c'était l'ère où les Chinois tiraient beaucoup sur nos ressources, les titres valeurs étaient beaucoup plus à la mode, et donc on a eu une surperformance qui a duré environ 10 ans. Par contre, depuis la crise financière, c'est l'inverse. Le marché américain a beaucoup mieux fait que le marché canadien, avec une devise en plus qui a rebaissé, et surtout le fait que dans les titres qui composent le marché américain, il y a beaucoup plus de titres technologiques. Depuis 10 ans, c'est les Apple, les Amazon de ce monde qui ont vraiment, avec les Netflix, qui ont vraiment, en bon québécois, drivé les marchés. Alors, au moment où on se positionne à l'heure actuelle, on pense beaucoup plus qu'on s'en va vers des titres valeurs qui vont reprendre de la vigueur, qui vont reprendre un peu leurs lettres de noblesse. On regarde les banques canadiennes qui n'ont presque pas fait de rendement depuis 2 ans. Alors, et on voit aussi que les surprises économiques positives sont beaucoup plus du côté canadien que du côté américain. Et le fondamental, eh bien, c'est que j'ai des records de profits au niveau des entreprises. Quand on prend les profits de toutes les corporations canadiennes et on les ajoute, on n'a jamais connu une profitabilité aussi importante que ce qu'on peut vivre là, à l'heure actuelle. Quand on ajoute à tout ça en plus le niveau de cherté ou le niveau de valorisation des marchés, alors on voit que le marché canadien est à 14 fois les profits, un peu en bas de sa moyenne des 30 dernières années. Donc encore une fois, il n'y a pas de surchauffe là. Du côté américain, il y a toujours une prime un peu plus élevée du marché américain, mais on est un petit peu en haut de la moyenne, à presque 17 fois les profits. Et la meilleure relation risque-rendement, on la retrouve au niveau des actions internationales, alors qu'on est à peu près autour de 13,3 fois les profits. Donc, beaucoup de mauvaises nouvelles en Europe, mais en même temps, les prix qu'on paye actuellement, ces mauvaises nouvelles-là sont déjà incluses là, au niveau des valorisations. Finalement, quand on regarde l'humeur des investisseurs, alors dans le fond, lorsque nos clients ou les clients de façon générale sont très positifs, souvent c'est un signe de prudence qu'on doit avoir, au même titre que quand nos clients sont prêts presque à vendre leurs actions ou en théorie jeter la serviette, alors on se ramasse avec des zones qui sont souvent des bas de marché. Et quand on mesure cette humeur-là sur les marchés, on voit qu'actuellement, on est beaucoup plus dans une zone pessimisme. Alors, beaucoup de mauvaises nouvelles qui attirent l'attention. Et on voit que dans ces moments-là, en rose, souvent, c'est des moments où est-ce que c'est signe que les marchés rebondissent par la suite. Alors, quand on est dans un niveau, un sentiment qui est très, très positif, là, on voit que souvent, c'est le contraire. Ça nous amène à avoir des creux de marché par la suite. Une autre façon de le voir aussi, c'est quand on regarde les entrées et les sorties qui se font de la part des particuliers dans les fonds communs de placement, par exemple, aux États-Unis. Et on voit qu'actuellement, on est à des niveaux de sortie de fonds qui sont même plus importants que ce qu'on a connu dans la crise financière. Alors souvent, ces moments-là ne sont pas des signes que le marché est à veille de tomber, au contraire, qu'on est à veille de vivre, dans le fond, une période un peu plus positive. Donc, comme vous pouvez voir, on n'est pas du côté, c'est pas blanc, c'est pas noir. Il y a beaucoup de zones grises à l'heure actuelle parce que le géopolitique est très important. Donc, on a quand même un ralentissement de l'économie, une guerre commerciale qui crée des comportements comme des taux d'intérêt qui sont artificiellement bas comparé à ce qui devrait l'être. Encore une fois, si ça se règle, on pourrait avoir un gain intéressant sur les marchés et une hausse de taux qui viendrait nuire à notre performance des obligations. Donc, c'est quelque chose qui est également à tenir compte. Est-ce que Trump va gérer son agenda économique ou géopolitique en fonction de sa réélection? À suivre, c'est ce qui serait la logique, mais c'est pas facile de dire Trump est logique dans la même phrase. Alors, et encore une fois, on a une valorisation qui n'a pas d'exagération à l'heure actuelle. Et je vous dirais, comme tantôt, que si on est sur le bord de la clôture entre ce qui peut se passer, on préfère se camper un peu plus dans le camp pessimiste de ce qui s'en vient pour être sûr de bien protéger les portefeuilles de nos clients et donc avec des liquidités additionnelles sur les lignes de côté pour justement être capable de profiter de ces moments-là qui pourront arriver en termes d'opportunités au cours des prochaines semaines, prochains mois.
Alors, en espérant que ce bref résumé économique a su vous plaire, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez des questions, commentaires, sont toujours les bienvenus. Et sur ce, on vous souhaite une excellente automne. Merci.